Nicolas Aubin, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ton dernier livre qui sort aux éditions Economica, qui s'appelle La course au Rhin, qui est un livre copieux, qui est un livre passionnant parce qu'il reprend un peu ce qu'on aime faire à Guerre et Histoire, qui sont un peu des chasses aux mythes, c'est-à-dire prendre des choses que tout le monde semble connaître et tu les dépiotes, tu les décortiques pour finalement en sortir une nouvelle vérité. Je vais te présenter rapidement. Donc, tu es prof d'histoire dans un lycée. Tu es aussi un collaborateur très régulier de Guerre et Histoire. Les lecteurs te suivent régulièrement. Tu as écrit aussi un livre sur la logistique américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, Les routes de la liberté. Les routes de la liberté. Chez quel éditeur? C'était chez Histoire et Collection. Qui là aussi a amené pas mal de choses, parce que c'est des aspects auxquels on ne s'intéresse pas forcément. Et enfin, tu as participé au livre dirigé par Jean Lopez, qui s'appelle Infographie de la Seconde Guerre mondiale, et qui là aussi va faire date par son traitement et toutes les questions historiographiques qu'il pose. Donc ce livre, La course au Rhin, traite d'une phase très importante de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est la quasi-fin. On est après le débarquement en Normandie, et c'est un livre qui s'arrête en décembre 1944. Donc c'est une campagne capitale, c'est une campagne qu'on a l'impression de connaître, mais finalement, en lisant ton livre, on ne sait pas grand-chose. C'est ce qu'on découvre, et ce qui est assez jubilatoire. C'est aussi une campagne hors norme, puisqu'elle se déroule à l'échelle d'un morceau de continent, en tout cas sur toute la France, plus la Belgique. Qu'est-ce qui t'a conduit à écrire ce livre et à t'intéresser à cette campagne? Alors, bon, tout vient déjà de ma passion initiale pour l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et l'histoire de la libération de la France en particulier, qui me porte depuis que j'ai une dizaine d'années. Ensuite, il y a le travail que j'avais fait sur la logistique, qui m'avait amené à déjà me pencher sur la question. Et là, c'est un peu le prolongement, avoir un regard un petit peu plus global sur les causes de cette victoire perdue, un peu, parce qu'après après l'opération Cobra, qui permet la percée d'Avranches, l'encerclement, le semi-encerclement de Falaise et la mise en déroute, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, des armées allemandes, la victoire paraît pour tout le monde à portée de main. Il n'y a plus qu'à occuper le terrain, qu'à foncer en Allemagne, et ça bloque. Ça bloque à peu près partout, ça bloque chez les Américains, ça bloque chez les Anglais, après une chevauchée de 5 à 800 km selon les armées. Et on peut expliquer assez facilement le premier blocage, élongation logistique qui fait qu'il n'y a plus assez d'essence, qu'il faut faire des choix, alors des choix qui justement ne seront pas faits. Mais ensuite se pose une deuxième question. Une fois que ça a été bloqué pendant 3 semaines, 1 mois, pourquoi il n'arrive pas à repartir? Pourquoi ça s'enlise? Et ça, c'est une question sur laquelle personne s'était véritablement penché jusque-là. On était vraiment focalisé sur la poursuite, sur Market Garden, sur la traversée de la Moselle par Patton, mais on s'était rarement penché sur l'après, qui va permettre un après médiocre, qui va permettre aux Allemands de se rétablir, et même de contre-attaquer, parce que là, ça va bien au-delà de simplement arriver à bloquer les Alliés. C'est que pour la première fois depuis le débarquement, les Allemands vont être capables de mettre sur pied une réserve stratégique et de l'engager dans les Ardennes le 16 décembre. Alors mon ouvrage il s'arrête à la veille de cette contre-offensive, mais évidemment l'un des aspects du livre, c'est de voir comment les Allemands ont réussi, ce qui n'est pas un mince exploit, sous la pression, malgré la pression des Alliés, à les bloquer et à extraire leur division Panzer, les réarmer et les réengager. Ce qui est fascinant dans ton livre, c'est que le débarquement a réussi, les Alliés ont pris pied sur le continent, en France. Il n'y a aucune chance que les Allemands les délogent et les rejettent à la mer. On est face à la plus extraordinaire armée qui ait jamais été mise sur pied, en nombre d'hommes, en matériel, en intelligence, en logistique, dans les airs, sur la mer, sur la terre. On est face à quelque chose d'absolument fabuleux qui est capable d'occuper un terrain extraordinaire. Pourtant, tu nous expliques que cette armée fabuleuse, elle a un talon d'Achille, j'allais dire, c'est les hommes qui la commandent. Parce que tu démontres que les troupes, l'infanterie, les gars qui sont au sol, dans les chars, au canon, ou dans la boue, sont des bons combattants.
ils se débrouillent bien, même s'il y a quelquefois des soucis, mais c'est des bons combattants, des bons soldats, des gens qui vont au feu. Pourtant, tous ces échecs, tu les imputes vraiment au commandement. Alors, comment tu peux expliquer ce défaut de commandement? Alors, il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, on a une armée qui est très jeune. L'armée anglaise, elle n'est pas jeune, mais c'est une petite armée. C'est une armée de professionnels, elle n'est pas calibrée pour être une armée de masse, qu'elle devient par la force des choses. Donc elle a finalement une formation d'officier elle forme un petit noyau d'officiers, et le meilleur, c'est indiscutablement Montgomery. Les autres ne sont pas particulièrement brillants. Le meilleur, c'est Montgomery, il n'est pas non plus exceptionnel. L'armée américaine, elle, part aussi d'un tout petit noyau de 200 000 hommes, avec un corps d'officiers qui est assez limité, même si dès l'entre-deux-guerres, les Américains sont conscients qu'en cas de guerre, cette armée va renfler, et qu'il faut préparer justement un corps de sous-officiers et d'officiers importants pour la prendre en charge. Et pour arriver à avoir suffisamment de sous-officiers et d'officiers, ils ont choisi l'option qui était assez logique, de ne pas chercher à trouver les meilleurs de la classe, mais d'avoir une base homogène de cadres qui sont d'assez bons professionnels, mais qui ne sont pas des penseurs, qui apprennent des recettes. On leur apprend des recettes garantes du succès. Même des recettes anciennes, parce qu'il y en a beaucoup qui datent de la guerre de sécession. Ah oui. C'est des recettes qui ont 70 ans, 80 ans. Voilà, des recettes aussi empruntées aux Français en 1918. Et puis ensuite des recettes qu'on va injecter au fur et à mesure que la Deuxième Guerre mondiale se déroule. Il y a un retour d'expérience qui est très très bon. Ça pour le coup c'est le gros point fort de l'armée américaine. Il y a une capacité après d'adaptation. Donc bon retour d'expérience, capacité d'adaptation, ce qui fait que l'armée américaine de fin 42 qui se fait démolir à Casserine, c'est plus l'armée de 44. Déjà celle de 44 est bien meilleure, et celle de 45 le sera encore davantage, parce qu'il y a un processus d'apprentissage à la base qui est excellent. Au niveau des officiers supérieurs, par contre, ce processus d'apprentissage, il est forcément plus long. Parce que beaucoup d'officiers, de généraux qui débarquent en Normandie, n'ont qu'une expérience très très limitée à leur niveau de fonction qu'ils ont. Ils ont été chefs de corps, le plus souvent, chefs de division, mais à part Patton, pas de chef d'armée expérimenté. Eisenhower l'a été pendant quelques semaines en Afrique du Nord, juste après le débarquement, juste après l'opération Torche, mais très rapidement, il cède la main à un Anglais pour se concentrer sur son rôle de commandant suprême. Là, sur cette fonction-là, Eisenhower est compétent. C'est un bon commandant suprême, expérimenté, fin politique, et il a été choisi pour cela, mais il n'a pas une expérience de chef de guerre. Et il n'en a même pas pendant la Première Guerre mondiale, il n'a pas combattu. Ils sont plusieurs dans ce cas-là. Bradley, c'est à peu près le même scénario. Il a surtout une expérience de chef de corps d'armée. Alors, s'ils n'ont pas cette expérience, comment ça se fait qu'ils se retrouvent à ces postes-là? Parce qu'il n'y a que Ah, déjà, il n'y a que. La sélection a été très sévère parce que au tout début, en 1942, lors des opérations d'Afrique du Nord, plusieurs généraux américains sont clairement défaillants. Donc il a fallu faire un premier écrémage. Et ensuite, comme dans beaucoup d'armées, mais particulièrement dans l'armée américaine, on fonctionne sous forme de coterie. Eisenhower, qui est très rapidement un poste important et qui monte très très vite, parce qu'à la veille de la guerre, il est colonel. Hein. Il parvient à monter parce que c'est un proche de Marshall qui sent tout le potentiel qu'il peut avoir. Et pour les autres officiers, c'est à peu près le même processus. Ils arrivent à grimper rapidement les marches, notamment parce qu'ils ont des compétences, mais aussi parce qu'ils ont surtout un bon réseau. Et ce réseau, c'est celui qui mène à Marshall. Et ça se reproduit après, par effet pyramidal, ils tirent eux-mêmes d'autres cadres. Donc on a clairement des officiers qui sont pas mauvais, mais qui sont inexpérimentés, qui ont l'habitude de travailler ensemble aussi,
pareil, puisqu'on raisonne par notion par réseau d'affinité, au sein de l'armée américaine. Après, ça deviendra moins vrai au sein de cette grande alliance qui implique les Britanniques, les Canadiens, les Français, où là, Eisenhower, en tant que commandant suprême, contrairement à ce qu'il a l'habitude de faire au sein de l'armée, c'est-à-dire se choisir ses proches, là, il ne peut pas. Montgomery, on lui impose, De Lattre, on lui impose, et même Tivers, qui va commander le groupe d'armée qui combattra en Alsace et qui débarque en Provence et ensuite qui ira combattre en Alsace. Tivers, c'est pas son poulain, il l'a pas choisi. Alors, chose aussi on peut l'imaginer, on le savait un peu, c'est que ça s'appelle la course au Rhin aussi pour une bonne raison, c'est que tous ces hommes qui débarquent en France, qui vont mettre en jeu des vies humaines, en fait, ils n'ont qu'une idée en tête, je simplifie, hein, c'est d'arriver le premier. Et tout ça va compliquer le travail de l'armée, et pour une bonne part, va entraîner des échecs importants, quoi. Ouais. Quand le débarquement a lieu, la chaîne de commandement alliée fonctionne bien. Pour résumer, Eisenhower est le commandant suprême, il coordonne les forces terrestres, maritimes, ce qui est important le jour J, et aériennes, et il a délégué l'exécution concrète des opérations à des commandants des forces aériennes, commandants des forces navales, et il y a un commandant temporaire des forces terrestres, qui est Montgomery. Globalement, pendant les 6 semaines qui se déroulent en Normandie, cette chaîne de commandement est efficace. Elle permet la percée de Cobra le 25 juillet, elle permet une exploitation efficace, et elle va commencer à se déliter après la percée. Quand Patton est engagé, qu'il déferle en Bretagne, que l'encerclement commence à prendre forme à Falaise, là, l'ivresse de la victoire aidant, chacun commence à jouer sa propre partition. Eisenhower, qui n'est pas encore en France, laisse en quelque sorte laisse faire. Montgomery, dont l'armée a essuyé quand même de très nombreux échecs, c'est l'armée américaine qui perd. Quelques jours plus tôt, au moment de l'opération Goodwood, les Anglais s'étaient pris un échec cuisant, a perdu beaucoup en légitimité, il est surtout insupportable. Il est insupportable. Et les Américains n'ont qu'une envie, c'est de plus de l'avoir sur le dos. Et il est prévu, ça c'était prévu avant le débarquement, que dès que les Alliés atteindraient la Seine, et on prévoit que c'est à plus ou moins J+90, donc en septembre, Montgomery perdrait le poste de commandant des forces terrestres au profit de Eisenhower, qui resterait commandant suprême, mais deviendrait aussi le commandant des forces terrestres alliées, Montgomery conservant le groupe d'armées britannique, qui en gerbe aussi l'armée canadienne qui a débarqué entre-temps. Donc ça, les Américains le savent. Ils savent que d'ici peu, ils n'auront plus Montgomery sur le dos. Montgomery n'a qu'une envie, c'est de rester commandant en chef des forces terrestres, évidemment. Il veut pas lâcher le morceau. Donc on est là dans une sorte de poker menteur où chacun avance ses billes, essaie de défendre ses intérêts, et ça a forcément un impact sur les choix opérationnels. Et là, derrière des choix qui sont en apparence cohérents, on voit pointer des intérêts personnels, des chevauchements de compétences qui vont amener à l'échec de l'encerclement à Falaise. Et ensuite, un échec beaucoup plus gros, beaucoup plus important, qui est le deuxième encerclement qui aurait été possible, un encerclement sur la Seine. Et là, qui est un encerclement qui est pas difficile à faire, mais qui va tout simplement pas être fait parce que l'ivresse de la victoire aidant et le refus de coopérer aidant, ça n'intéresse plus personne. Cet encerclement sur la Seine, où on peut prendre 200 000 Allemands, n'intéresse plus personne. Patton ne regarde que vers Francfort. Montgomery pense également à sa chevauchée plein nord. Et voilà. Ils veulent anticiper, mais à force de trop anticiper, ils oublient l'immédiat. Oui, même ils se focalisent quelquefois comme le fort de Drian, où il y a des actions qui ne servent absolument à rien, mais pour les généraux qui dirigent ça, c'est une espèce de fait de gloire qu'ils veulent mettre en avant.
et il y a des centaines de GI ou d'Anglais, même de Français, qui vont mourir pour rien en fait. Alors Fort-Driant, ça arrive un petit peu, ça arrive plus tard, ça arrive après l'enlisement à l'automne, et Eisenhower a enfin fait un choix, celui d'immobiliser l'armée Patton, la 3e armée, face à Metz. Pour autant, Patton ne peut pas se permettre de disparaître de l'écran. Et donc il va s'évertuer à occuper le terrain médiatique par des opérations limitées, parce qu'il n'a pas les moyens de faire plus, mais relativement spectaculaires pour faire venir les journalistes. Et l'exemple du Fort-Driant est exactement celui-ci. Fort-Driant, c'est un des forts qui défend la forteresse de Metz. Il a été construit avant la Première Guerre mondiale, mais c'est une belle... Oui, c'est du solide. C'est du solide, hein. On ne l'a pas comme ça. Et les Américains vont ici multiplier les négligences. C'est vraiment une opération qui est faite avec beaucoup de négligence, où chacun, Patton veut un fait de gloire, il impose, alors c'est pas lui qui impose, qui fait le choix du Fort-Driant, ça lui vient de la base. Nous on cherche des, comment dirais-je, on expérimente. Est-ce qu'on peut prendre un fort avec l'aide du napalm, de l'aviation? Voilà, on va tester ça. On choisit la pire unité possible pour le faire, une unité qui a été décimée quelques semaines plus tôt lors du franchissement de la Moselle, qui ne comprend que des bleus, des officiers inexpérimentés qui viennent d'arriver également. Et tout repose sur l'intervention de l'aviation. Finalement, l'aviation elle n'interviendra pas, mais on laisse quand même l'opération se faire. Et ça va s'enliser pendant plusieurs jours, alors que l'intérêt du Fort-Driant, l'intérêt militaire, stratégique, tactique, il est quasiment nul. Il est nul parce que la Saprise ne permet pas de prendre Metz, et quand même pourrait-il prendre Metz, qu'en fait Metz n'est absolument pas indispensable à la poursuite des opérations. On peut tout à fait contourner Metz en s'ouvrant une route au sud par Nancy qui a déjà été libérée. Donc on n'est pas obligé, Metz c'est pas un verrou. C'est un verrou à partir du moment où on décide de vouloir se fracasser dessus. C'est intéressant parce que dans toute cette course à la victoire, il y a beaucoup enfin c'est pas des petites, hein, il y a beaucoup d'erreurs, en tout cas des actions comme ça qui ne servent à rien et qui vont juste servir à faire mousser les choses, quoi. Alors si on prend un peu de hauteur, l'autre chose importante dans ton livre, c'est que tu décris et tu définis quelque chose d'important que tu appelles l'American Way of War, qui est un vrai apport, parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément dans la littérature militaire française. Est-ce que tu peux nous définir cet American Way of War? Alors l'American Way of War, c'est donc l'art de la guerre vu par les Américains. C'est un art à la fois pragmatique, qui tient compte des caractéristiques des États-Unis, c'est-à-dire un pays qui est capable de mobiliser une puissance industrielle considérable, de rassembler une force considérable, et en même temps qui n'est pas un pays de militaires. Il y a peu de grands penseurs aux États-Unis, mais en fait il y en a quasiment, il y en a pas. Des gens, il n'y a pas de l'équivalent de Clausewitz, Jomini. Les Américains s'inspirent énormément des penseurs européens, mais ils vont quand même, par le biais souvent d'officiers instructeurs dans les écoles de guerre, développer leur propre pensée, qui repose donc sur deux idées. On est capable de déployer une puissance de feu qui est considérable, et en même temps, on a un pays qui n'est pas destiné à faire la guerre longtemps. Il faut que les solutions soient toujours rapides et radicales. Donc on est sur une approche quasiment d'extermination de l'adversaire. Il faut que la solution militaire soit définitive. C'est à la base, par exemple, du Victory Programme en 1940, hein, quand Roosevelt commence à mobiliser l'industrie. L'idée, c'est d'arriver à avoir tellement de matériel que la victoire ne fait plus aucun doute, quelles que soient les erreurs strictement militaires que l'on pourrait faire. C'est ce qui va se passer, d'ailleurs. Oui, exactement. Beaucoup d'empirisme. La campagne de Grant, lors de la guerre de sécession, est une campagne qui est fondatrice
que vont faire les Américains. Mais comme Grant, c'est un militaire pur, enfin, il était aussi politique, mais c'est pas un penseur, tout son apport n'a pas été véritablement théorisé. C'est ce qui a manqué aux Américains, donc c'est toujours embryonnaire, par bribes, que se fait cette assimilation de l'héritage de la guerre de sécession. Il y a souvent beaucoup à reconstruire en fait dans l'armée américaine. On acquiert quelque chose, mais on le perd ensuite dans les années suivantes. Et puis il y a tout le problème d'une armée qui passe son temps à passer d'une armée de masse à un noyau de professionnels. C'est vrai après la guerre de sécession, c'est vrai après la guerre de 14-18. Donc là, c'est très difficile après d'enraciner une véritable culture de guerre là, avec ces fluctuations. Sur l'American Way of War, donc c'est une doctrine qui est une doctrine d'anéantissement d'abord par le feu. Le feu toujours, le mouvement parfois. Ils ont bien conscience en 1940 que la mécanisation, que la blitzkrieg apporte quelque chose, mais assez rapidement, ils estiment que les moyens anti-chars, que la puissance de feu déployée va finir par rééquilibrer, redonner l'avantage au bouclier par rapport à l'épée. Il y a quand même une influence française qui est forte. Hein. D'ailleurs, certains diront que les Américains ont combattu en 1944 comme les Français auraient voulu pouvoir combattre en 1940. Les Américains, alors contrairement aux Allemands qui ont que deux dimensions de réflexion, qui est la dimension stratégique et la dimension tactique, les Américains, sans vraiment le formaliser, ont une vision qui est en trois niveaux, quand même. Une vision tactique, une vision opérationnelle de comment combiner des opérations pour atteindre un but stratégique qui est l'échelon du dessus. Cet échelon opérationnel qui a vraiment été bien théorisé par les soviétiques, il est présent, mais sans avoir été clairement théorisé par les Américains. On le retrouve quand j'ai étudié beaucoup les cours qui étaient donnés dans les écoles de guerre qu'on fréquentait, Eisenhower, Patton, etc. Et systématiquement, ça apparaît. Alors, sous des appellations différentes d'un professeur à un autre, c'est pour ça que c'est assez difficile à voir. Sous des appellations différentes, on parle d'opérations. Les Américains ont en plus à ajouter le fait qu'eux savent qu'ils vont toujours faire des opérations sur des théâtres extérieurs. Ils ne vont pas combattre aux États-Unis. Et donc, ça impose toute une logique, toute une pensée. Comment faire la guerre à des milliers de kilomètres de chez soi. Donc ils ont cette obligation déjà de penser à l'échelon stratégique. Et ça, ils feront une très très bonne guerre. Ils vont faire une guerre assez brillante pour combiner des théâtres d'opération entre le Pacifique et l'Europe. Et ils inventent la notion de commandant de théâtre d'opération. Eisenhower en sera un, MacArthur en sera un autre, Nimitz en sera un troisième dans le Pacifique, qui sont chargés de remplir une tâche stratégique concrètement par des combinaisons d'opérations. Et ça, les Allemands, par exemple, l'ont assez peu. Ils passent directement à l'échelle tactique. Là, les Américains ont cette conscience. Mais, en parallèle, ils n'ont pas eu de véritable cours de formation sur l'emploi des groupes d'armées. Ça, c'est une lacune qu'il y a dans la formation que je mets bien en évidence. Ils passent tout de suite à un échelon assez élevé de comment combiner forces aériennes, terrestres, etc. pour des débarquements, par exemple. Ensuite, à un échelon de corps d'armée, mais il manque un petit... Non pas dans la pensée, mais dans les apprentissages, c'est comment on manie des groupes d'armées. Ça va leur manquer énormément au moment de la campagne, parce que beaucoup vont commander des groupes d'armées comme ils auraient commandé un corps d'armée. Et en fait, ça marche pas pareil. Et pour terminer là-dessus, les Américains donc, estiment que forcément, une opération commence par une phase de blocage. Il faut vaincre l'armée ennemie. Il faut vaincre l'armée ennemie, et ils pensent la vaincre sur place, pas dans la profondeur, sur place. On l'écrase sur place, alors par une succession d'opérations. Le plus souvent, et c'est la recette un peu qu'ils imposent, de l'échelon de la section jusqu'à l'échelon de l'armée, c'est on fait une attaque de fixation,
et une attaque principale. Toujours en 2 coups. Et si l'attaque principale n'est pas un succès, on recommence jusqu'à ce que ça perce. Et une fois la perce est faite, l'ennemi est déjà bien usé par les différentes attaques précédentes. Une fois la perce est faite, les forces blindées sont engagées pour encercler l'ennemi, mais pas dans la grande profondeur. On s'imagine les divisions blindées sont là pour aller à 100, 200 km, se rabattre sur l'ennemi qui est écrasé véritablement sur place. Une fois l'ennemi écrasé, on progresse. Alors soit on progresse suffisamment et l'ennemi ne se rétablit pas et la guerre est finie, soit l'ennemi se rétablit, et dans ce cas-là on recommence. Et dans le cas du débarquement, les Alliés imaginent que, vu l'expérience de la Wehrmacht, vu ses capacités, sa résilience, ses capacités à se rétablir, jamais ils ne parviendront à l'encercler correctement au contact, et systématiquement elle s'échappera, elle se rétablira, et il faudra progresser de fleuve en fleuve, de rivière en rivière, jusqu'à arriver à la frontière allemande, où là aura lieu la grande bataille finale, parce qu'une fois sur la frontière, derrière, il y a la Ruhr, et la Ruhr, les Allemands ne peuvent pas se permettre de la perdre. Donc cette fois-ci, ils s'y engageront jusqu'au dernier de leur panzer, et cette victoire sera la victoire décisive qui entraînera l'effondrement du Troisième Reich. Est-ce qu'on peut dire que cette théorie, entre guillemets, c'est la continuation de la bataille décisive? Oui. Ah oui, ils sont en train de s'en détacher, mais il y a quand même encore des éléments. Arriver à percer et à encercler l'ennemi pour le détruire reste l'objectif ultime. Et d'ailleurs, quand ça se présentera, quand Bradley va percer à Cobra, au bout de quelques jours, alors que ce n'était pas prévu à l'origine, Cobra a été fait pour permettre de gagner du terrain et de libérer les ports bretons, quand l'opportunité d'encercler l'armée allemande va apparaître, Bradley va y penser tout de suite, Eisenhower y pense à peu près au même moment, Montgomery il peut pas le voit aussi qu'il y a une opportunité à prendre, même si lui imagine un encerclement très différent. Et il se jette parce que voilà, c'est la manœuvre royale. Et ça amène théoriquement l'écrasement de l'armée. Qui est vraiment. Les soviétiques pensent déjà la guerre comme une guerre économique où il faut l'armée n'est qu'un objectif parmi d'autres. Chez les Américains, il reste quand même vraiment cette idée que la destruction de l'armée entraîne la résolution du problème. La trame générale de la pensée va pas changer fondamentalement entre 1940 et 1945. Ce qui change, c'est le savoir-faire. Et ça change de manière considérable. Je vais prendre le cas que je maîtrise le mieux, la logistique. Sur le plan logistique, quand ils débarquent, alors pour le coup, ils ont vraiment une logistique à 2 étages. Ils savent projeter l'étage stratégique, comment projeter des millions d'hommes à l'autre bout de la planète. Ça, ils savent faire. Ils ont pensé, ils ont les moyens. C'est essentiellement des moyens maritimes. Ce sont essentiellement des moyens maritimes. Ils ont réfléchi à comment ravitailler massivement des troupes, parce que toute leur doctrine qui repose sur le feu exige une logistique extrêmement puissante, et ça justifie le fait qu'il y ait plus de la moitié des hommes qui soient à l'arrière et pas au feu, parce que on a besoin de 2 GI pour en alimenter un seul au combat. Ils ont une logistique tactique qui a été très bien pensée, mais ils restaient persuadés, comme je disais tout à l'heure, que l'avance serait lente en France, et qu'on aurait toujours le temps de rétablir une chaîne de ravitaillement par le rail, qui à l'époque, c'est le seul moyen terrestre pour amener une masse de munitions, de ravitaillement, qui est nécessaire à ce type de guerre. Donc c'est aussi d'ailleurs dans les plans, quand ils débarquent, quand ils conçoivent les plans en mai 1944 sur la campagne de libération de l'Europe de l'Ouest, la logistique occupe une place qui est très importante, et s'ils vont lentement, s'ils pensent aller lentement, c'est pas seulement parce que la Wehrmacht va s'accrocher, c'est aussi pour se donner le temps de libérer des ports, rétablir le système ferroviaire qui leur donnera les moyens de passer à la phase suivante, une nouvelle phase de combat à très forte intensité, pour repousser l'armée allemande. Donc ils ont cette logistique stratégique, ils ont cette logistique tactique qu'ils maîtrisent, mais avec la percée de Cobra et cette folle chevauchée, ça ils l'ont pas du tout conceptualisé. Ils l'ont pas pensé, et ils doivent improviser complètement comment ravitailler des armées sans rail, sans disposer du rail,
et sans équipement, sans matériel de transport lourd. Ils ont essentiellement des GMC, mais le GMC a été développé pour être un camion polyvalent tout-terrain. Pouvait servir à ravitailler sur 100 km, mais absolument pas sur 600. Ouais. Et ils vont un peu improviser une route à sens unique qui est la Red Bull Express, où il y a 6000 GMC qui tournent en boucle là, pour amener le maximum de ravitaillement. Mais GMC, il amène 5 tonnes, 6 tonnes, 7 tonnes, c'est pas énorme. Hein. Et il brûle un paquet de kérosène, hein. Enfin d'essence, pas du kérosène, mais il brûle un paquet d'essence pour l'amener. Il y a un tiers de l'essence qui en fait sert uniquement Au au ravitaillement. Alors qu'ils avaient, s'ils y avaient pensé, ils avaient les moyens industriels de développer des camions beaucoup plus lourds, des semi-remorques. Semi-remorque, l'air de rien, ça change énormément la donne, parce qu'un semi-remorque, bah, il arrive avec sa remorque pleine, il la laisse, il prend une remorque vide, en 10 minutes, il est reparti. Un GMC, il faut le décharger. Ouais. Il est immobilisé. Un semi-remorque peut emporter 3 fois plus de volume ou de tonnage qu'un GMC. Ça, ils en fabriquaient, mais ils en fabriquaient assez peu parce que c'était pas essentiel. Dans leur logique, on avait surtout besoin de GMC parce que sur les longues distances, on aurait le train. En 1945, ils intègrent un échelon intermédiaire qui est l'échelon du ravitaillement par poids lourd, longue distance, pour la campagne d'Allemagne. Donc ils ont toujours cet échelon stratégique qui fonctionne bien, ils ont cet échelon tactique qui fonctionne bien, ils vont intégrer, ils vont avoir le matériel, ils vont avoir la pensée. Par exemple, je vous avais parlé de la Red Bull Express, bah, ce sera en 1945, ils ont 5 routes à sens unique qu'ils vont ouvrir, chaque route alimentant une armée. Donc une armée à son ravitaillement qui est dédiée sur une route prioritaire, avec des semi-remorques, avec des procédures qui ont été affinées, qui sont efficaces. Et là, en 1945, l'armée américaine, il n'y a aucune autre armée, il n'y a aucune armée au monde, hein. L'armée soviétique, c'est une armée à chaque fois qui est one-shot. Hein. Elle rassemble du ravitaillement, on les charge sur les chars, et on y va. Et puis quand les stocks sont épuisés, on s'arrête. Parce qu'ils n'ont pas derrière une capacité à alimenter la bataille. Les Américains, en 1945, ça va alimenter la bataille à 300 km. Ah ouais, les Américains, ce qu'on découvre dans le livre, c'est qu'ils innovent très très vite. Ouais. Mais ils ont aussi en arrière une structure économique et de production industrielle qui est hors du commun, quoi. Voilà, ouais. Donc ils se servent de ça très très bien, quoi. On va finir sur un côté un peu plus vivant. On a déjà parlé de pas mal de choses très importantes dans ce livre. Une chose qui est à la fois drôle et un peu dramatique, mais la fin, quand tu parles des différents généraux, est-ce que tu peux nous faire un petit portrait, une petite fiche pour chacun d'entre eux, en tout cas les principaux? Donc on a Eisenhower, on a Patton, on a Bradley, on a Montgomery, on a Patch, américain, et on a Delattre, le français. Donc tu les décris assez bien, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas forcément tous très brillants, top niveau de leurs compétences militaires, mais c'est quand même eux qui vont gagner, en tout cas, la guerre côté ouest. Eisenhower, c'était le bon choix pour être commandant suprême, c'était pas le bon choix pour être commandant des forces terrestres. Ça, c'est clair. C'était le bon choix parce que c'est un politique qui s'ignore encore. Il est excellent dans les relations publiques. Il supervise bien ses officiers. Par contre, c'est pas un grand stratège. Et comme c'est un fin politique, il a finalement... Ses qualités politiques deviennent des handicaps quand il doit mener la bataille. C'est un homme de compromis. C'est un homme de compromis qui promet souvent beaucoup pour satisfaire ses subordonnés, mais qui en même temps a son idée en tête et après il change d'avis. Et auprès de ses subordonnés, ça finit par ça se voit, ça passe très mal. Beaucoup l'estiment incompétent. Alors le premier, Montgomery, le méprise totalement en tant que général, c'est-à-dire qui est franchement incompétent. Patton et Bradley ont finalement, même s'ils sont proches, ont peu d'estime pour lui. Ils sont persuadés qu'eux pensent mieux que lui et ils veulent imposer leur volonté. Et donc ça, c'est une grande difficulté, c'est qu'en tant que général, au lieu que ce soit Eisenhower qui semble mener la barque, on a toujours le sentiment, et ces généraux, ces subordonnés ont ce sentiment, que c'est eux qui pensent
qui lui imposent leurs projets et ensuite qui les exécutent. Donc il y a un système de va-et-vient où, au lieu d'avoir une stratégie qui est définie une fois pour toutes, on peut toujours l'amender. Et pendant la poursuite, ça apparaît énormément. C'est toujours le dernier à rencontrer Eisenhower qui semble emporter la partie. En une semaine, il a donné la priorité à Patton, puis il l'a donné à Montgomery, après il a rétabli un peu la parité. Et souvent, c'est une impression qui est assez fausse, parce que quand on regarde bien derrière, Eisenhower a quand même une idée directrice, qu'il modifie à la marge, mais jamais fondamentalement, il y revient toujours très vite. C'est l'idée de tout à l'heure, c'est une attaque principale, une attaque secondaire. C'était dès les plans de mai 44, c'est comme ça que c'est pensé. Pour abattre l'Allemagne, il y aura une offensive principale qui devra prendre la Ruhr, parce que c'est le cœur économique de l'Allemagne, et sans la Ruhr, l'Allemagne est morte. Et une offensive secondaire vers la Moselle, vers la Sarre, qui est une autre région industrielle importante, qui est là essentiellement pour faire diversion, pour étirer les forces allemandes, et faciliter la victoire sur la Ruhr. Si on passait à Montgomery maintenant, parce alors, oui, Montgomery, c'est... il occupe une place à part, parce que c'est de très loin le meilleur général britannique. C'est celui qui a rétabli la confiance au sein de l'armée britannique en 1942 après une série de défaites. Et c'est celui qui va comprendre que finalement, l'armée britannique n'est pas faite pour faire la guerre à l'allemande. Que culturellement, elle a pas les moyens de singer la Blitzkrieg. Et qu'il faut qu'elle revienne à ses fondamentaux. Montgomery, c'est pas un innovateur. Il prend ce qu'il a appris, et il prend l'armée telle qu'elle est, mais il arrive à en faire une armée qui est efficace. Pas brillante, efficace. Il va jouer sur les points forts de son armée, et il entend toujours conserver le contrôle. C'est le maître du contrôle. Donc toujours avoir l'initiative, donner des coups, mais jamais se faire déséquilibrer par l'adversaire. Donc effectivement, il est assez prévisible. Il attaque que lorsqu'il est sûr de gagner. Mais est-ce qu'on peut lui reprocher? C'est encore la meilleure façon de gagner une guerre. Alors, pour continuer, sur Montgomery, il y a des vrais problèmes relationnels avec lui. Il y a de vrais problèmes relationnels avec lui. Lui, il est excessivement égocentrique. Il n'est pas diplomate pour dessous. Ici, est forcé quand même au mois de juin, juillet, quand ça commençait à s'enliser en Normandie, il gère plutôt bien Bradley. Il ne va jamais lui imposer... il le traite un peu d'égal à égal. Et pas comme il traite ses subordonnés britanniques, où clairement Dempsey est là pour exécuter ses ordres. Avec Bradley, il prendra quand même toujours des pincettes. Mais ses déclarations publiques... sa difficulté aussi à communiquer clairement ses projets font que pour les Américains, il est insupportable. Et ils n'auront de cesse que de s'en éloigner. Et parfois, les Américains vont concevoir des plans en ayant comme élément comme élément structurant le fait de se passer de Montgomery ou de contrer Montgomery. Ça devient un enjeu de la bataille, et c'est pour ça que ça s'appelle aussi la course au Rhin. C'est que en août et en septembre, l'ennemi c'est plutôt les Allemands que le voisin, que l'allié. On le voit par exemple avec Bradley, alors que Eisenhower lui a clairement dit que la porte d'entrée dans l'Allemagne c'est la trouée d'Aix-la-Chapelle qui débouche sur Cologne et permet d'entrer par le sud dans la Ruhr. Bradley ne voudra pas faire cette opération, il va toujours la faire à contre-cœur, parce que Aix-la-Chapelle est trop près du groupe d'armées anglais qui se trouve un peu plus au nord aux Pays-Bas. Lui, il préfère l'option Patton. Il voudrait glisser ses forces qui sont au nord, il voudrait les glisser vers Patton pour une poussée vers la Sarre et Francfort, qui débouche un peu sur rien, parce que ensuite le problème c'est qu'une fois qu'on est arrivé à Francfort, on fait quoi? Soit on descend le Rhin pour aller vers la Ruhr, soit on essaie de pousser avec ses deux flancs exposés vers Berlin, mais c'est un peu une impasse, ça rallonge beaucoup. Donc Montgomery est véritablement un élément perturbateur en fait devient un élément perturbateur dans la stratégie des Alliés.
Et alors les deux grands généraux américains, Patton et Bradley. Bradley, tu dis même que c'est le traître de l'affaire, quoi. Un peu, ouais. Comment tu les décrirais, ces deux hommes? Alors, alors déjà, Bradley est le supérieur de Patton. En fait, on les met souvent sur un pied d'égalité. On met Bradley, Montgomery, Patton. Ce qui est surprenant, c'est que Patton est chef d'une armée sous les ordres de Bradley. Montgomery est au même niveau que Bradley en tant que chef du groupe d'armée britannique. Donc Patton n'est qu'un chef d'armée parmi d'autres, où il y a Hodges, chef de la première armée américaine, il y a Patch, chef de la 7e armée américaine, et puis après, si on va chez côté britannique et les alliés, on a Delattre à la première armée française, on a Dempsey à la 2e armée britannique, et on a Crerar à la première armée canadienne. Mais voilà, Patton, c'est Patton. Donc il a une aura que les autres n'ont pas. Il est l'un des rares à avoir combattu en France en 1918. Dès 1940, il arrive à faire la une du Time aux États-Unis. Donc c'est un personnage qui est hors norme. Et en plus, il est brillant. Tactiquement, il est vraiment... c'est un très très bon tacticien. Il passe au moment de la percée d'Avranches, il fait passer son armée dans un trou de souris à l'allemande. Hein. C'est un bon tacticien. Le problème, c'est qu'il a un tel ego qu'il n'a qu'une ambition, c'est toujours d'être le premier, d'accumuler les victoires. Et ça le perd. Ça le perd. Et il est chef. Heureusement qu'il n'est pas chef de groupe d'armée, pour le coup. Chef d'armée est à un bon niveau. Pour lui. Mais ça reste un élément, il intrigue beaucoup. Il intrigue beaucoup pour reprendre la main hein, quand il est immobilisé en Moselle. Il essaie à toute force de retrouver une initiative. En novembre, alors qu'il est en train où sa progression est assez lente, où il n'arrive pas à fixer autant de troupes, il joue pas véritablement son rôle de diversion, et qu'à côté, Patch réalise une très très belle opération perse. Là, à ce moment-là, théoriquement, Eisenhower devrait prendre la main et dire Patch réussit, priorité à celui qui est aux opérations qui fonctionnent, et Patton vient l'assister. Non, à aucun moment il change son fusil d'épaule. Les opérations de Patch sont subsidiaires au profit de celles de Patton. Bradley, ouais, c'est un peu il a été très proche, c'est un proche d'Eisenhower. Eisenhower l'a choisi, au détriment de Patton d'ailleurs, pour être son plus proche subordonné, puisqu'il est chef du 12e groupe d'armée américain, le groupe d'armée qui doit mener cette grande offensive sur la Ruhr et l'offensive subsidiaire sur la Sarre. Donc il l'a choisi pour Patton parce qu'il est beaucoup plus souple que Patton, il est plus fiable. Mais en fait, cette fiabilité va être prise en défaut parce qu'au moment où la victoire approche, Bradley va se révéler un peu une planche pourrie pour Eisenhower. À plusieurs reprises, il va lui saboter la pensée d'Eisenhower pour favoriser ses propres intérêts, qui est donc de jouer davantage la carte, ce que j'ai appelé le plan des Américains, rassembler ses forces au niveau de la Lorraine, la Sarre, avec pour objectif Francfort. Et Bradley va y rester attaché, alors qu'Eisenhower lui demande à plusieurs reprises de donner la priorité aux opérations en direction de la Ruhr. Mais ça, Bradley a beaucoup de mal à l'entendre. Il n'est pas fiable. En plus, en tant que chef de groupe d'armée, il révèle des lacunes qu'il n'avait pas au niveau inférieur. Quand il était chef d'armée en Normandie, c'est qu'il a beaucoup de mal à coordonner les armées qui sont sous ses ordres. Théoriquement, en novembre, une grande offensive est lancée. L'armée de Patton est clairement là pour faire diversion. Et le coup le plus puissant va être donné en direction de la Ruhr avec les 1ère et 9e armées américaines. Et il n'est même pas capable de coordonner les dates d'attaque. Il s'en préoccupe pas d'ailleurs. On attaque quand on peut. Alors Patton va attaquer tout de suite, parce que ça, évidemment il va attirer l'attention grâce à cela.
Mais il n'y a pas de coordination. Il n'y a pas de coordination. Ils ne se projettent pas non plus dans le temps. Ça, c'est un problème récurrent chez les Américains, c'est qu'ils ont des objectifs stratégiques qui sont assez bien définis. Prendre la Ruhr, par exemple. Ils peaufinent bien les opérations initiales tactiques, mais entre les deux, il y a un hiatus. On sait ce qu'on fait sur les 10 premiers kilomètres, on sait où on doit aller à 300 km, mais entre les deux, c'est un peu laissé à l'improvisation. Et c'est ce qui fait qu'ils se font surprendre plus d'une fois avec une absence de réserve parce qu'ils n'ont pas personne. Ils n'ont pas anticipé. On va terminer, avant de terminer, il y a quand même un Français dans l'affaire qui lui est intégré donc, à ses troupes alliées. C'est Delattre qui commande une armée qui n'est pas petite, parce qu'à la fin il y a un peu plus de 140 000 hommes, 150 000 hommes. Ouais. Donc c'est une composante qui n'est pas négligeable. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots de la place de Delattre dans cette course au Rhin et dans les rapports avec tous ces grands généraux anglo-saxons? Alors Delattre, il occupe la place qu'a l'armée française au sein de l'Alliance. C'est-à-dire une place qui est très subsidiaire. Il a des objectifs politiques qui sont clairs. Il doit absolument défendre, De Gaulle lui en a donné la consigne, il doit défendre les intérêts français, libérer le plus de territoire national possible, et faire en sorte que les Français soient sur le devant de la scène le plus possible par rapport à leurs moyens qui sont quand même encore limités. Sauf que les Américains ont d'autres problématiques, d'autres problèmes, et pour eux, l'armée française sera toujours une armée qui sera surtout là pour occuper le terrain, pour libérer les troupes américaines nécessaires ailleurs. Et donc forcément, là, il y a un peu de conflit d'intérêts. Puisque Delattre a besoin d'être sur le devant de la scène et les Américains ont envie qu'il soit plutôt dans les coulisses. Ça fait que très très souvent, il y a des tensions qui ne seront jamais aussi fortes que les tensions que l'on peut trouver entre Montgomery, Bradley et Patton. Pourquoi? Parce que la chance, c'est qu'alors que Delattre a un caractère qui est très très difficile, c'est une diva, il est colérique, il aurait pu être assez insupportable, mais il y a la chance, c'est que au-dessus de lui, il y a un Américain qui est très méconnu, son supérieur est Divers, qui est un personnage qui est un officier assez méconnu, donc qui a commandé les troupes alliées qui ont débarqué en Provence et qui ensuite commande le groupe d'armées qui combattra en Alsace. Un groupe d'armées qui est rattaché, à partir du 15 septembre, qui est rattaché qui est rattaché à Eisenhower. Donc Divers est le subordonné d'Eisenhower. C'est un officier assez brillant, qui sait très très bien manager ses troupes. Et c'est pour cela qu'il va réussir à contrôler Delattre, à faire en sorte que Delattre n'empiète pas sur ses prérogatives. On ne connaît pas Divers, on ne connaît pas non plus Patch d'ailleurs. Et c'est l'une des qualités du livre, c'est de se pencher, de faire ressurgir ces deux officiers. Et on ne les connaît pas pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne font pas partie du cercle d'Eisenhower. Et la guerre a été écrite par les vainqueurs et plutôt par l'équipe d'Eisenhower, quand très rapidement Eisenhower va écrire sa croisade en Europe, dans lequel il va complètement occulter Divers, qui a été pour lui un concurrent. Eisenhower a tout fait pour le mettre à l'écart. Pendant la bataille, il ne va jamais lui confier, le groupe d'armées de Divers n'aura jamais un rôle majeur, alors qu'il fait de belles opérations en Alsace en novembre. C'est le groupe d'armées qui obtient les meilleurs résultats. Et pour autant, jamais Eisenhower n'acceptera de déplacer son centre vers lui, parce qu'il ne veut absolument pas... il veut privilégier Bradley. C'est clair. Donc, après-guerre, Divers, Patch, qui est le commandant de la 7e armée et qui lui est subordonné, resteront dans l'ombre, alors que ce sont probablement les meilleurs officiers américains en Europe, en tout cas. Et pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais ajouter? Alors, moi, lorsque j'ai fait mes recherches, j'ai commencé avec certaines idées. Je pensais essentiellement que cette course au Rhin s'était enlisée, d'abord pour des problèmes logistiques, parce que ça avait été un sujet sur lequel je m'étais pas mal penché, et également pour des raisons politiques, où on ne pouvait pas faire autrement que ménager la chèvre britannique et le chou américain, et que ça avait donné des compromis insupportables. Aujourd'hui, j'ai un peu changé mes conclusions sont un peu différentes. On constate dans le livre
que sur le plan logistique, les Américains, avec les moyens qui étaient à leur disposition, pouvaient faire mieux, pouvaient aller plus loin. On constate que les facteurs politiques ont davantage été des prétextes que des raisons profondes, parce qu'en 1944, il n'y a plus de bras de fer entre Britanniques et Américains. Les Anglais, après, Churchill, après la conférence de Téhéran, jettent l'éponge, et les Américains contrôlent. En témoigne le débarquement en Provence. Les Anglais n'en veulent pas, les Américains l'imposent. Partout où les Américains veulent imposer leur position, ils l'imposent. Et voilà, Eisenhower aurait peut-être en a pas complètement conscience, mais il aurait pu driver Montgomery de manière beaucoup plus forte. Et ça a été un de ses points faibles sur le coup, parce que justement Montgomery ne comprend que la manière forte. Voilà, c'est une de ses caractéristiques. Donc c'est vrai qu'il exécutera les ordres qu'on lui donne des ordres clairs et qu'on ne lui laisse pas le choix, mais s'il sent un petit peu que la main n'est pas assez ferme, alors lui, il mène sa partition, parce que pour lui c'est une preuve de faiblesse. Et Eisenhower, pour lui, l'exemple, l'archétype du général faible. Et comme au contraire, Montgomery a un ego surdimensionné, il est là pour sauver tout le monde. Il doit prendre les choses en main pour sauver tout le monde, il passe son temps, il est super énervant. Donc mes conclusions diffèrent un petit peu de ce que je pensais écrire au début. On a un facteur, pour moi, la lutte d'ego a été déterminante. Parce que sur le plan tactique, je démontre que les Américains, tactiquement, sont largement au niveau des Allemands en novembre, par exemple. Ils maîtrisent très bien le combat à terre-armes, ils prennent les positions qu'ils veulent prendre, ils ont la puissance de feu qui va avec. Tactiquement, ils sont bons. Les Anglais, pareil, n'ont jamais été aussi bons qu'en cette fin de guerre. Et à partir du moment où, enfin, Eisenhower tape du poing sur la table, le menace plus ou moins clairement d'obtenir son limogeage par les Britanniques, Montgomery cède, monte une opération qui est en tout point remarquable et qui permet la libération en quelques semaines, le dégagement des Bouches de l'Escaut en quelques semaines, alors que ça faisait des mois que ça traînait. Et tactiquement, les Britanniques et les Canadiens le font bien. Ils font des opérations. La prise de Valkuren, c'est un modèle du genre il y a un débarquement côté mer, il y a un débarquement à travers l'Escaut, il y a une attaque par la presqu'île. Tout ça se combine très bien et l'opération elle est remarquable. Il y a une intervention des bombardiers lourds qui brisent les digues et qui rendent la défense allemande impossible parce qu'ils ne peuvent plus communiquer parce que tout a été inondé. Les troupes allemandes sont bloquées dans leur bunker. Oui, en fait, ce genre d'exemple est multiplié par l'infini, voilà. Mais de nombreuses fois. Et on peut dire que s'il n'y avait pas eu tout ça, ça se serait fini plus vite. Ah bah oui. Et est-ce que les Américains, les alliés européens, seraient arrivés les premiers à Berlin? Alors, est-ce qu'on pouvait gagner la guerre avant Noël? Est-ce qu'on pouvait gagner la guerre avant Noël? Bon, personnellement, je ne le pense pas, mais on pouvait finir la guerre avant mai 45, ça c'est certain. On pouvait y gagner plusieurs mois, et des mois qui ont été terribles pour toutes les populations. Les mois les plus sanglants de la Deuxième Guerre mondiale sont les tout derniers mois de la guerre. Et ça, on pouvait accélérer. On pouvait clairement accélérer. On pouvait gagner 4 mois, ce qui aurait pas mal changé la configuration. Les Américains auraient probablement pu prendre la Ruhr à la fin de l'automne, début de l'hiver. Pour Noël, ils pouvaient avoir la Ruhr et il ne restait plus que les stockades définitives à donner au début de l'année 1945. Ça aurait changé totalement la configuration. Côté soviétique, Staline aurait été contraint d'anticiper lui-même sa dernière offensive. Listoloder aurait été anticipé forcément, parce que lui ne pouvait pas se permettre de voir les Alliés progresser aussi vite. Donc on aurait eu une accélération globale des opérations qui aurait permis de terminer la guerre, à mon avis, entre janvier et février. Après, est-ce que Berlin aurait été pris par les Alliés? Ça, rien n'est moins sûr, parce que là, pour le coup, on ouvre des what if qui sont considérables. Staline aurait été vraiment...
il lui fallait Berlin à Staline. Il aurait mis tous les moyens. Et, oui, on est dans l'Uchronie. Ouais, dans l'Uchronie. C'est un autre livre. C'est clair.